Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce tout premier numéro de Built-in Sport, votre rendez-vous documentaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons au football féminin en Afrique. Et pour m'accompagner pour cette grande première, j'ai avec moi Dorette Eleng Eteme, ancienne internationale camerounaise. Ça va Dorette? Bonjour, merci de m'accueillir, nous accueillir ici. Et à côté de vous, Sibé Koulibaly. Bonjour. Milieu du RC Saint-Denis et internationale malienne. C'est ça. Mesdames, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. À quel niveau se situe le football féminin en Afrique aujourd'hui? Eh bien, le football féminin en Afrique prend un envol qui est intéressant avec toutes les compétitions qui sont organisées, la Coupe d'Afrique. Même si ce n'est pas suffisant, je pense qu'il faut encore beaucoup plus de compétitions. Il y a l'Afrique australe avec la CONCACAF, l'Afrique de l'Ouest avec l'UFOA dernièrement. Mais moi j'aimerais bien que toutes les compétitions masculines soient également féminines, par exemple le CHAN ou la CHAN. Voilà, qu'il y ait beaucoup plus de compétitions pour que les joueurs soient plus compétitifs, évidemment, qu'il reste encore pas mal de choses à faire. Donc on est tout en demande et en attente. Qu'est-ce qui en fait sa spécificité à ce football féminin en Afrique? En tant qu'internationale malienne, je vais rebondir un peu sur ce qu'elle vient de dire. C'est vrai que voilà, si ça aurait été possible qu'il y ait un championnat pour ces filles, au Mali, je sais que le championnat il a dû cesser pendant quelques années, régler ces problèmes-là et plus structurer en tout cas le football en Afrique, je pense que ça aiderait beaucoup pour le développement du football africain. Mais pourquoi on n'arrive pas à régler ces problèmes dont Sibé parle? Ces problèmes, c'est des problèmes structurels, c'est une volonté étatique. Il faut que les communes, les États, la CAF, notamment la FIFA, est en train de mettre en place des programmes qui permettent de structurer le football. Maintenant, il y a déjà des choses qui sont faites, mais ce n'est pas suffisant. La mixité avant 14 ans, ça aide. Mais maintenant, s'il y a de plus en plus de jeunes filles qui veulent jouer au foot, moi à mon époque, il n'y avait pas, je croisais jamais des petites filles de 5 ans, 6 ans qui veulent jouer. Aujourd'hui, elles s'identifient à CB, par exemple, au Mali, à d'autres qui jouent en France ou au Cameroun. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Structurer, refaire les stades, former les anciennes ou même des hommes, mais qu'il y ait de plus en plus de formateurs, etc. C'est vrai, il faudrait qu'il y ait un suivi depuis le plus jeune âge. Aujourd'hui, on rencontre des filles qui veulent vraiment s'investir dans le football et en faire pourquoi pas leur métier plus tard. Et voilà, il faut les suivre. Et après, il y a une chose qui a beaucoup changé aussi, en tout cas, je pense au Mali, mais dans plusieurs pays, en tout cas africains, on voit qu'on fait de plus en plus appel à des internationaux, des filles qui viennent de France, qui viennent d'ailleurs. Et c'est pour renforcer aussi et donner aussi un certain niveau au football africain. Voilà, maintenant, on peut espérer ne plus... Enfin, c'est pas que jouer en France, maintenant on peut jouer pour son pays. Et ça, c'est une belle évolution aussi pour le football féminin en Afrique. Sibé, vous êtes née en France. Oui. Quelle était la réaction de vos parents quand vous avez dit moi, j'ai décidé de jouer pour le Mali? C'est une fierté. Mes parents ils viennent du Mali. C'est comme si je leur rendais hommage quelque part. Après quand il y a la famille qui commence à appeler et dire c'est bien, elle va disputer une Coupe d'Afrique des Nations, forcément les parents ils sont contents, ils encouragent, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai que moi je viens du quartier, je viens de la cité et mes parents au départ le football c'était pour les garçons et le fait de jouer pour le pays et voir aujourd'hui. Et comment vous avez changé cette image? Parce que c'est quand même vos plus proches vos parents. À un moment donné, la passion, elle prend le dessus. Elle prend le dessus sur sur tous les freins qu'on peut rencontrer. Et après, quand on joue pour son pays, quelque part, les parents, ils sont fiers. Et du coup, ça change un peu leur état d'esprit, leur mentalité et même leur vision du football féminin. Et aussi parce que les résultats, quand l'équipe du Mali participe à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'engouement du pays, tout le monde qui et elle progresse, 4e. Voilà. Et puis il n'y a pas que CB, je pense qu'il y a d'autres internationales qui sont ici. Il y a beaucoup plus de joueuses qui partent de l'Afrique pour venir en Europe ou dans d'autres pays du monde. Et les équipes nationales sont de plus en plus compétitives. Donc ça fait changer. C'est un métier pour certaines aujourd'hui. Donc du coup, le regard change au niveau familial. Et vous, qu'est-ce que vous faites en fait? Quel est votre discours? S'il y a une jeune fille qui se présente à vous, qui vient de voir la Coupe du Monde féminine, qui a vu Sibé à la CAN, dont les parents vous connaissent, quel discours vous lui dites pour l'attirer à ce football féminin qui est en train de se développer sans cesse?
Mais tu pourras en faire ton métier, ma grande. Entraîne-toi, tu vas voir, ça va te plaire. Tu peux jouer avec des garçons jusqu'à l'âge de 14 ans. Et si tu veux pas jouer avec des garçons, il y a des filles de ton âge, entre 5 ans et demi et 14 ans, on peut jouer avec des garçons si ça ne t'intéresse pas de jouer avec les féminines. Si tu veux jouer avec des filles, il y a des filles. Et puis tu pourras gagner ta vie en faisant du football. Exactement. Et puis t'épanouir, il prend du plaisir. Il faut aussi. Dorette, vous êtes d'une autre génération. Ah oui, je suis ancienne. Quel regard vous avez aujourd'hui sur ce football féminin actuel, mondial et africain? On va extrapoler. Le football féminin a pris un envol incommensurable. Tout est en train de changer. Déjà, vous les médias, on ne serait pas là aujourd'hui. Sur le plan technique, les filles s'entraînent de plus en plus. Il y a beaucoup plus de formation. Il y a toute une batterie de programmes qui sont mis en place pour le développement. Nous, on n'avait pas tout ça. Je pense que les filles aujourd'hui pensent métier pour celles qui sont... Et vous pensez à quoi à votre époque? Nous, on pensait à se faire plaisir et à jouer et à gagner des matchs. Même si on avait déjà des primes de match à l'époque, ça c'est vrai. Mais c'était pas comme aujourd'hui où les filles, certaines font que ça. Et encore, c'est pas tout le monde, je pense que c'est les meilleures, les top joueuses qui gagnent leur vie en jouant au foot. Mais c'est cette différence, le grand public aussi qui est intéressé. Parce que les résultats, j'ai entendu beaucoup de choses avant la Coupe du Monde. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez regardé les matchs de football féminin de plus en plus. Vous sentez cet engouement, Sibé? Il y a quelque chose qui se passe actuellement autour du football féminin? En général, oui, je vois le développement, je vois qu'on est de plus en plus médiatisé. Après, autour de la Coupe du Monde, j'ai toujours le même discours par rapport à ça, parce qu'on m'a souvent posé la question, est-ce que tu penses que le football féminin, enfin la Coupe du Monde féminine en France a fait changer les choses? Je pense qu'il faudra regarder les statistiques, voir le nombre de licenciés maintenant au sein des clubs. Après, moi, de mon ressenti, c'est vrai que j'ai senti qu'il manquait un peu une certaine ambiance. Et j'ai trouvé qu'au sein des quartiers, on n'a pas vécu cette Coupe du Monde comme on aurait dû la vivre, parce que ça manquait d'images, ça manquait d'affiches, ça manquait de flyers, ça manquait de tout ça. Du coup, je trouve que voilà, ça manquait un peu d'ambiance. C'est ce qui m'a un peu dérangé. On va lancer un appel à la Fédé, une compétition, un peu plus de pub. Un peu de pub, voilà, un peu plus de pub. Alors mesdames, nous avons suivi dans 3 pays qui sont la Guinée, 2 pays qui sont chers à vous, le Mali et le Cameroun, l'avancée du football féminin. Alors, entre joie, doute et objectifs sportifs, je vous invite à regarder ce reportage réalisé par nos correspondants Daniela D, Bemba Kemo et Mamadou Koulibaly, une production Stade Afrique. Le football féminin va connaître un changement radical. Il faut qu'ils nous donnent l'occasion aussi de prouver notre talent. Vous savez, nous sommes des filles. Nous avons l'ambition et l'engouement aussi d'évoluer dans le football. Oui, il y a des joueuses qui gagnent très bien leur vie dans le football féminin. On les supporte, on les encourage, surtout une dame. On gagne, on parle trop d'elle. Jour de match au stade du 28 septembre à Conakry en Guinée. Ces filles ne sont pas venues ici en simples spectatrices. Dans quelques minutes, elles rentreront en scène pour jouer au football. Un match qu'elles ont préparé toute la semaine. Pour l'occasion, les coachs ont décidé de mettre en place une nouvelle tactique. Aujourd'hui, les filles de l'Académie Foot Elite évolueront en 4-3-3, un système de jeu ultra offensif. Car cet après-midi, l'enjeu est colossal. L'Académie Foot Elite affronte le club de l'Olympique Rotama, une formation que l'Académie n'a jamais battue.
On est à 1h30 du match. Écoutez s'il vous plaît. Suivez bien ce que je vous dis. Ce tournoi a été organisé par la Fédération guinéenne de football. Je ne sais pas combien d'équipes il y a. Mais sachez que tous les 3 jours, il y a un match. Et ceux qui ne joueront pas aujourd'hui attendront la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est le match d'ouverture. C'est à vous de vous imposer d'entrée. Nos adversaires se sont beaucoup glorifiés. À nous de leur répondre par une victoire. Et vous les connaissez bien, parce qu'on a déjà joué contre elles. Et elles nous ont battus au tir au but. Allez les filles, bon match, je compte sur vous. Après le discours du staff, l'heure est venue à la distribution de maillots. Les sourires du début de la journée ont laissé place à une concentration maximale. Avec un seul objectif, remporter le trophée Dr Zalikatou et être le meilleur club de la commune. Place à l'échauffement. Depuis quelques mois, les tournois de quartier sont légion à Conakry, car ces derniers rencontrent un certain succès. Un succès tellement grandissant que les chaînes de télévision locales et nationales y ont envoyé leur équipe sur place. Une nouvelle médiatisation qui ne semble pas perturber les joueuses des deux équipes. Nous voulons que vous jouez. Donc, on veut toujours vous mettre ensemble. Donc, bonne chance que la mère gagne. Continuez à saluer là-bas. Unis comme un roc, les filles écoutent les derniers conseils de leur staff avant de se recueillir entre elles. Foot élite, foot wafala. Foot élite, victoire, victoire, victoire. Oi! Dès le coup d'envoi, elles mettent en place les consignes des coachs. Elles attaquent, jouent haut, pressent et marquent. Leurs adversaires n'arrivent pas à trouver une solution. À la pause, les filles de l'élite foot mènent. Mais les coachs ne sont pas satisfaits du niveau de jeu produit par les demoiselles. Trop de déchets techniques, elles se font remonter les bretelles sévèrement. Pour le moment, on mène 3. Pour le moment, on mène 3-1, mais selon moi, c'est encore insuffisant. La façon dont vous vous êtes entraîné, ce n'est pas ce que vous reproduisez sur le terrain. C'est comme ça que ça doit se reproduire pendant le match. Vous jouez comme des gamines, vous manquez de caractère. Mettez le ballon à terre et jouez votre football. Et toi Bamba, tu joues à l'emporte-pièce. Mettez le ballon à terre, c'est à vous les leaders de parler aux enfants. Jouez au football sérieux, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas du tout. Hey, salut, hey. Allez. Oh. Dans les dernières minutes de la rencontre, les filles marquent encore. Elles repartiront ce soir avec les précieux points de la gagne. Ouais, on a gagné aujourd'hui, on a gagné le match. Je suis vraiment contente, vraiment ravie. Et parce que c'est la première fois qu'on gagne contre l'équipe là. Elles nous ont battus plus de 3 fois. Et puis on a mis en tête parce que c'est quand tu es battu et puis tu prends de la force, tu mets dans la tête, oui, je peux arriver très loin, je peux arriver très loin.
Donc aujourd'hui, on a mis en tête que le match là, on doit le gagner, forcer. On s'est donné aux entraînements, on a su les règles de notre coach et puis les consignes. Et c'est ça qu'on a appliqué au terrain. Après cette victoire, on va encore multiplier le travail parce qu'on sait que c'est le départ. C'était notre premier match aujourd'hui. C'est un tournoi de 10 équipes. Donc on a à faire encore. Donc on compte multiplier encore le travail. Par rapport à la compétition, c'est une évaluation. Nous évaluons notre niveau parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une équipe qui est vraiment à sa gestation. Elle vient à peine de naître à travers la fondation SMB Winning. Nous jouons contre les équipes qui existaient bien avant, mais nous sommes fiers de participer à une compétition où nous ne sommes qu'à notre première année de formation et jouer contre des équipes qui ont fait déjà 5-6 ans et que nous arrivons à gagner contre ces équipes, c'est un exploit. Et cela méritait bien un cri de guerre. Si tout cela est possible, c'est grâce à lui, Fodé Mansaré. Ancien international guinéen, après sa carrière en Europe, Fodé Mansaré décide de rentrer au pays avec l'intention de rendre au football ce que ce sport lui a transmis. Il y a quelques années, le célèbre numéro 20 du Sili national fonde l'Académie Foot Elite, l'un des premiers établissements du pays à accueillir les filles voulant jouer au football. C'est au crépuscule d'une journée bien ensoleillée que ces filles s'attellent aux entraînements, sous la houlette du fondateur de l'académie. Des journées bien longues, bien chargées, car pour tâter le terrain, toutes ces filles ont l'obligation d'être inscrites dans un établissement scolaire dont les frais sont payés par l'académie. C'est le côté études, parce qu'il n'y a pas que le sport en fait, ce qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. L'académie alors demande, en fait la fondation demande 50 jeunes filles sur ces projets-là. En fait, l'académie demande 50 jeunes filles pour ces projets-là. Alors, il y a 40 filles qu'on a mis à l'école privée, c'est-à-dire on fait des études et après l'étude, on fait le sport. Sport-études, si vous voulez. Un véritable changement de conditions de vie pour ces jeunes qui peuvent entrevoir un avenir meilleur. Depuis que je suis venu dans cette académie, ils m'ont mis dans une école privée. C'est eux qui paient mon prix de scolarité. Ils ont changé mon comportement de vie. J'avais un bon comportement, mais ils ont augmenté encore. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au moins c'est pour créer aussi les filles pour l'équipe nationale ou les gens qui ne vont pas à l'équipe nationale, au moins pour les études, qui peuvent devenir quelque chose pour demain. Oui, il y a des joueuses qui gagnent très bien leur vie dans le football féminin, puis il y en a d'autres qui sont dans des clubs qui ont moins de moyens et qui ont un travail tout simplement, ou qui ont d'autres activités ou qui sont étudiantes. Mais ça s'améliore et même les clubs les plus modestes essayent quand même de fournir des défis financièrement sur certains points, notamment sur le loyer, sur les déplacements, des choses comme ça. Mais bien sûr, oui, il y a des filles qui en vivent aujourd'hui et c'est ce qui est une victoire. De plus en plus populaire, le football féminin est en train d'avoir une place à part en Afrique. Comme au Mali, à l'image de son équipe nationale qui ne cesse de progresser sur la scène continentale. Le football féminin au Mali a connu une progression depuis 2016 jusqu'à nos jours, vu les prestations engrangées sur le plan international, notamment lors des tournois IFOA et tout récemment lors de la CAN 2018 qui a été organisée par le Ghana, où on a vu une progression vraiment de notre football. CAN 2018, les Aigles d'Âme affrontent le Cameroun. L'enjeu est colossal. Si les filles de Mohamed Saloum Hussein battent leurs adversaires, elles seront qualifiées pour la Coupe du Monde. But de la capitaine
Christine Mani, 4-2 pour le Cameroun. Ce sont les Lions indomptables qui iront au mondial. Grosse déception du côté de cette valeureuse équipe malienne qui n'a pas démérité. Depuis, les Aigles d'Âme ont une dette envers leurs supporters et leur peuple. Être toujours performantes, une pression nouvelle avec laquelle elles ont appris à vivre. Je pense que nous avons ces talents et nous pouvons vraiment compter sur ces bonnes dames. Car ce sont les yeux tournés vers les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo que les Maliennes veulent désormais assouvir leur soif de victoire. Mais pour cela, elles devront sortir victorieuses d'un tournoi de qualification, tournoi auquel participera Bassira Touré, la nouvelle terreur du football féminin. Énormément plaisir, vu que depuis longtemps, il n'y a pas une joueuse malienne qui est sortie pour ce genre de compétition ou ce genre de contrat. C'est la première fois, donc ça nous a fait énormément plaisir. Et dans le futur aussi, on souhaiterait qu'il y a plein de joueuses qui signent à l'extérieur. À l'image de la Malienne, d'autres joueuses africaines sont en train d'éclater sur la scène internationale. Comme les Sud-Africaines Thembi Gatana et Linda Montaklo qui enchantent le championnat chinois de leur prouesse. Ou encore la Nigériane Assisat Oshoala du FC Barcelone qui est devenue la première joueuse du club à avoir marqué en finale de la Ligue des Champions. Il y a beaucoup d'avancées, plein de niveaux, il y a un niveau salarial pour les filles. Il y a un gros progrès en France, il y en a aussi en Espagne, je sais, un peu au Portugal. L'Allemagne était déjà en avance, l'Angleterre se développe énormément, ils ont un nouveau championnat qui a l'air de bien se développer avec des équipes qui n'existaient pas avant comme Manchester United féminin. Et pourtant, dans certains pays africains comme en Guinée, il n'existe toujours pas de championnat de football féminin. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans le football féminin au championnat guinéen. On est venu poser nos problèmes au monsieur le président. Il nous a beaucoup promis. Ça ne s'est pas réalisé. Normalement, aujourd'hui, à Irokogia, notre match devait commencer aujourd'hui, championnat guinéen féminin. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas débuté. Pourquoi? On veut la réponse, c'est tout. Il faut qu'il nous donne l'occasion aussi de prouver notre talent. Vous savez, nous sommes des filles. Nous avons l'ambition et l'engouement aussi d'évoluer dans le football. Voilà, les garçons, à chaque fois, ils ont un championnat intégré. Pourquoi pas nous les filles? On prend exemple sur les handballeuses, les basketteuses. Ils ont eu droit à leur championnat. Et ils sont même allés ailleurs pour aller jouer. Pourquoi pas nous? Une situation qui ne peut plus durer pour les joueuses seniors dames qui ont décidé d'interpeller Antonio Souaré, le président de la Fédération guinéenne de football. On va organiser le championnat. Je suis votre parrain. Au siège de la Fédération guinéenne de football, la question du championnat féminin est prise au sérieux. Ce matin, les dirigeants de l'instance faîtière du football national ont décidé de résoudre cette anomalie. Car jadis, le football guinéen était le porte-étendard du football version féminin sur le continent, avec dans ses rangs cette dame, Yeo Moriba Pogba. Ça c'est un grand honneur, Ancienne capitaine du Silidam, Yeo Moriba Pogba est la mère des internationaux guinéens Florentin et Mathias Pogba et du champion du monde, le français Paul Pogba, avec qui elle partage la vedette dans la dernière campagne du célèbre équipementier sportif aux 3 bandes. Le président a vu
l'importance qu'il veut donner au football féminin, il a choisi Mme Paul Pogba pour la proposer comme l'ambassadrice du football féminin. Et ça a été bienvenu, nous avons apprécié. Et depuis ça, on a vu que la femme aussi est contente du fait qu'on l'a honorée en lui nommant l'ambassadrice. Donc tout ça, c'est un atout pour que le football féminin soit bien développé, soit connu, soit parlé. Donc c'est ça notre contribution aussi pour cette dame. Cette considération soit vraiment effective et que je puisse la gérer ardemment. Merci. Je pense qu'on va bien travailler ensemble pour que notre football féminin se développe. Il ne faut pas qu'on nous oublie. Je le dis tout le temps, il n'y a pas que les garçons. Les filles aussi sont là. Si vous faites un peu une rétrospective vers l'Europe, vous verrez que le foot féminin est bien en avance là-bas. Donc il faut que ça soit pareil chez nous. Donc on va se donner la main pour concrétiser ça. Et le premier combat de Yero Moriba sera de s'attaquer au statut des joueuses guinéennes. Car contrairement à leurs homologues masculins, les footballeuses guinéennes ne gagnent rien. C'est un statut amateur, c'est ce qu'elles ont actuellement. Parce qu'à partir du moment où il y a eu 2 ans, il n'y a pas eu de championnat officiel qui ont été organisés dans notre pays. Pourquoi? Parce que, vous savez, à un moment donné, il y avait eu un problème au niveau de la fédération où on a changé le président qui était là, M. Salif Kamara, qui a quitté. Donc le Connor est venu. Donc durant ces 2 ans-là, il n'y a pas eu de compétition. Nous aussi, nous sommes venus, on était en train de mettre les choses en place pour qu'il y ait vraiment un championnat. C'est à partir du moment maintenant que le président a mis une commission en place pour pouvoir sillonner dans notre pays, pour pouvoir détecter les joueuses au niveau de notre pays. Donc c'est en ce moment qu'on a pu détecter près de 25 joueuses. Et maintenant, l'avenir est radieuse parce qu'il y a une école au centre Nongo ici qui va essayer de former les joueuses de toutes sortes de catégories, de U20, U17, même des petits-enfants, les enfants seront formés. Une promesse que la fédération guinéenne compte bien tenir. Tard dans la nuit, une agitation survint autour de l'aéroport de Simbelene à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Une délégation de la FIFA, menée par Sarah Bouz, vient d'atterrir au pays des Lions indomptables. L'objet de ce déplacement est placé dans cette valise grise. Et pour connaître les détails de cette opération, il faudra attendre le lendemain matin. C'est au lever du jour que cette métropole africaine s'active. La délégation de la FIFA doit être reçue aujourd'hui par le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé Kambou. Accompagnée par Gaëlle Ngananoui, une des stars de l'équipe féminine du Cameroun, Sarah Bouz et ses compagnons s'installent dans le salon d'honneur du ministère. Entre les crépitements des flashs, les sourires jouissifs et les attentes impatientes, il est désormais l'heure de découvrir ce que cache cette valise métallique bien sécurisée. Nous sommes les sectoriels. Le voici, l'objet de toutes les convoitises. Le trophée de la Coupe du Monde féminine, haut de 47 cm, pesant 4,6 kg. Telle une rockstar, ce trophée est en tournée mondiale. Et a choisi Yaoundé pour son escale camerounaise. Grâce à cette tournée, le trophée de la Coupe du Monde rencontre la population, les supporters des pays engagés dans ce mondial. Donc aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Nous connaissons l'intérêt que porte le Cameroun pour cette compétition. Nous savons à quel point les Camerounais aiment leur équipe. Et ils seront derrière elle durant la compétition, en suivant leur match à la télé pendant la Coupe du Monde en France.
Dans quelques jours, les Lions indomptables prendront part au mondial qui aura lieu en France avec un objectif bien en tête. C'est un très grand plaisir d'être à côté des Sarah de la FIFA, avoir ce trophée ici. Et nous espérons, nous prions et nous travaillons pour avoir ce trophée un jour ici au Cameroun en tant que victorieuse. Il faut dire que les Lions indomptables sont des véritables stars dans le pays. Depuis leur périple au Canada lors de la Coupe du Monde 2015, où l'équipe s'est hissée en 8e de finale. La capitaine Mani Christine, par son engagement dans le jeu, elle joue un peu comme Goberson, mais rappelle Goberson Barnac. Oui. Larissa Fedjou, je crois que c'est ma joueuse là-bas, la Larissa Fedjou. Bon, Larissa, par rapport à sa manière de jouer, elle me rappelle toujours Marco. Marc Vivian Foué, à son âme, ouais, son gabarit et sa manière de jouer me rappelle souvent Marco, c'est ça que j'aime l'avoir joué. On gagne, c'est elle, non, oui. On gagne là. Parce que bon, j'adore son charisme d'abord, elle est d'abord physique. Elle est physique, oui. Et je regarde souvent les matchs des femmes là. Et je regarde souvent le match, j'aime les femmes là, ces femmes là vraiment nous donnent vraiment l'envie de les voir jouer. Ils nous ont donné le goût de regarder, surtout avec Gaëlle Nganamouit, la femme qui nous a fait rêver encore de nouveau, qui nous a fait croire que vraiment avec eux, le Cameroun peut encore rêver, peut encore faire quelque chose au niveau mondial. C'est tout un pays qui s'apprête à répondre au rugissement de ces lionnes. Pour ce faire, la fédération a décidé de mettre en place un programme de préparation de haut niveau. Écoutez, nous, en ce qui nous concerne, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'équipe soit fin prête pour la compétition en juin, comme vous le savez, en Coupe du Monde à Paris. Nous avons commencé des stages bien longtemps à l'avance. Et il y a eu trois stages qui sont déroulés au niveau du centre d'excellence de Bancomo. Nous avons pris des dispositions pour qu'elle se frotte un peu au haut niveau en participant au tournoi de Chine, au tournoi en Chine, à Pékin. Et donc ce tournoi, vous avez les résultats, une victoire, une défaite in extremis par la Chine, mais au niveau très élevé et une bonne participation de nos joueuses. La qualité, le niveau était en nette progression. Nous allons encore faire un dernier stage au Cameroun avant qu'elle ne quitte le pays pour se rendre dans un dernier stage de préparation au sud de la France, au sud de l'Espagne autant pour moi, où elles auront quelques matchs de préparation encore de haut niveau à faire, notamment un match contre l'Espagne en début de stage. Donc vous voyez, toutes les conditions sont réunies pour leur donner toutes les chances. Comme vous le savez, nous sommes dans un groupe extrêmement difficile, et peut-être le groupe de la mort. Mais j'ai bien confiance en nos filles. Elles ont une grosse expérience du haut niveau. Et vous savez, il y a quelques-unes qui sont des professionnels et qui sont habituées à affronter les jeunes filles qu'elles vont rencontrer durant la compétition. En quelques années, le nombre de jeunes filles inscrites dans les clubs de football a tout simplement explosé en Afrique, passant de 6 400 au début des années 2000 à plus de 150 000 sur tout le continent. Une nouvelle génération qui ose rêver toujours plus grand et pourquoi pas inscrire un jour le nom de sa nation dans le palmarès des plus grandes compétitions. Mesdames, je vais y aller cash. Qu'est-ce qui a manqué à nos 3 représentantes, que sont l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria, pour passer les quarts de finale dans ce mondial? La Coupe du Monde, je ne dis pas que c'est déjà bien de se qualifier, c'est bien d'en avoir 3 pays, même si on espère en avoir encore beaucoup plus. L'Afrique du Sud est tombée dans un groupe très très compliqué, même si elles auraient pu avoir accroché un résultat, un match nul, mais je pense qu'elles étaient à leur place. Par contre, le Nigeria qui a le match, moi j'ai trouvé la VAR, je trouve ça, elle n'est pas à faire. Elle est à chaque fois contestée, je crois que tous les reportages après... Je vais peut-être me faire l'avocat du diable. Est-ce que le problème n'était pas la VAR plus les nouvelles règles avec le fameux pied sur la ligne, tu sors maintenant n'importe où tu veux? C'était pas un peu trop pour ce qui devait être la Coupe du Monde féminine qui allait vraiment changer le sport féminin? Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça dommage qu'on mette autant de règles pour une Coupe du Monde.
Alors que, enfin voilà, je reprends le cas du match contre le Cameroun où la gardienne, si je ne me trompe pas, où la gardienne met juste un pas et qu'elle plonge et qu'on refait tirer le Nigeria, France-Nigeria. France-Nigeria, on refait tirer le coup franc à Wendy Renard. Je trouve que c'est vraiment abusé. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément sifflé pour un match masculin, pour moi. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, alors qu'on siffle qu'on rejoue ce penalty face à une équipe africaine, puisque c'était des débats qu'on avait, même si c'est des débats de comptoir, alors qu'on dit, face à une équipe européenne, américaine, voire même sud-américaine, cela ne serait pas... C'est des décisions, je suis très respectueuse des arbitres, des principes de jeu et tout ça, mais je pense quand même qu'à un moment donné, il faut laisser l'arbitre être maître de lui-même. Exactement. La VAR a beaucoup... il y a eu beaucoup trop d'implications de la VAR sur certaines décisions et c'était défavorable à mon goût pour les équipes africaines. Alors il n'y a pas que ça. Ouais, ce que j'allais dire. Sur le terrain, sur le match France-Nigeria, le Nigeria n'a tiré qu'une seule fois au but. Alors la France avait, on ne va pas rentrer dans les stats individuels de ce match, mais je pense que le Nigeria a fait une bonne prestation sur ce match-là. On n'est pas obligé de marquer à chaque fois, mais elles étaient bien en place, le bloc était bien en place. Je pense que l'entraîneur a bien préparé ce match-là et il y avait quelque chose à faire. Heureusement qu'on avait les 3e places pour passer parce que... Vous lisez dans mes pensées. On passe bientôt à une Coupe du Monde à 32, plus de 3e place. Les 2 premières vont passer. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce que les équipes africaines peuvent faire pour arriver à ce stade-là, à gagner les premières places et non la 3e place à l'avant-dernière journée pour passer? Pour ma part, je pense que, en tant que joueuse au Mali, c'est vrai que quand je suis arrivée au Mali, le jeu il est très différent du jeu européen. Est-ce qu'il faut se caler sur le jeu européen? Il ne faut pas se caler sur le jeu européen. Pour moi, c'était un jeu qui était, pour ma part, trop basé sur tout ce qui est physique et athlétique. Je ne dis pas que on n'est pas trop dans la tactique, etc. Mais le jour où vraiment on sera calé au niveau de la tactique, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui pourra nous battre. On aura le physique et la tactique. Ce qui nous a manqué pour moi pour cette Coupe du Monde, il n'y a pas de souci, on est hargneuse, on est déterminé, on est à fond. Mais après, à chaque fois, on arrive à se faire avoir sur des jeux tactiques par les équipes adverses. Mais comment on les règle ces jeux tactiques maintenant, Doré? Moi, je pense que ça part de la formation. Tout à l'heure, c'est parler de la formation initiale. Les jeunes filles sont formées dans des clubs, mais c'est pas toute une organisation huilée qui est mise en place, un suivi de joueuses de catégorie par catégorie, répéter les gammes à l'entraînement, les gammes techniques, tactiques, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, être prête. On va voir que les préparations des compétitions internationales sont quasi faites avec des filles du pays et que les joueuses internationales qui jouent en Europe, en Suède, viennent quelques jours après, quelques jours avant la compétition, c'est pas suffisant. Il y a ce côté rigueur qui manque un peu, ce côté préparation qu'on doit améliorer. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais le fossé est encore grand et il y a beaucoup de travail à faire. Donc les filles, je vous appelle à vous former, à continuer à travailler et peut-être qu'il y aura beaucoup plus de licenciés. Et le football, on va se rapprocher de ces nations-là qui nous dominent pour l'instant. Mais pour avoir des licenciés, il faut des championnats. On l'a vu avec la Guinée, avec cette image où les filles interpellent le président de la fédération guinéenne, Antonio Soare, où elles disent carrément, nous, on ne veut pas d'argent, on veut juste jouer. Ça interpelle. Je prends mon cas, dans mon équipe, il y a des filles, elles jouent pour le plaisir, elles jouent parce qu'elles aiment le football. Ça dépasse... L'argent, j'ai envie de dire, c'est un plus. Les filles, quand elles ont commencé à jouer au foot, en soi, il n'y avait pas forcément d'argent. Elles jouaient parce que c'était une passion, c'était l'amour du... Non, mais c'était l'amour du football. Moi, je prends le cas parce qu'aujourd'hui, au Mali, les filles... On sait qu'il y a les problèmes de la fédération, les problèmes de paye, etc. Mais les filles, elles continuent à jouer au football, alors qu'on leur prive quelque part d'un dû qui doivent leur revenir. Je veux bien comprendre, mais je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais quand on regarde des sports comme le volley, le basket, pourquoi le football version féminin est toujours en arrière par rapport à d'autres sports, même version fémine? Mais c'est dommage d'en arriver là, on parlait de la Guinée tout à l'heure, c'est dommage d'en arriver là, les filles sont obligées de faire une grève pour pouvoir réclamer un championnat. C'est pour ça que j'appelais
aux responsables des fédérations et en premier la FIFA aujourd'hui met en place ces programmes-là qui permettent d'avancer. Maintenant, c'est de la responsabilité de chaque fédération, de chaque responsable de pouvoir mettre en place ces championnats-là et c'est de rigueur. Les championnats arrivent à la fin, qu'on puisse recommencer, qu'on fasse un classement, voilà, qu'il y ait une montée, une descente, que ce soit organisé et qu'on puisse avoir un suivi de tout ça. Parce qu'on ne peut pas dire le championnat s'arrête fin juin et on rejoue en décembre, par exemple. Il n'y a pas de préparation, tout ça perturbe un peu le développement des joueuses. Bien sûr, pour le Mali par exemple, le sélectionneur a été obligé de prendre les joueuses. Mamadou Salou Moussen. Exactement. Un an avant, pour pouvoir, il savait qu'il y avait une compétition qui est la CAN, il a dû entraîner les joueuses. Alors que les joueuses, elles sont censées être dans un club, évoluer, se former et venir en sélection. Et le sélectionneur doit juste aller prendre les meilleures joueuses, les former, enfin les mettre sur le terrain et voilà, on va en compétition. Sauf que le sélectionneur a été obligé de prendre les joueuses pour pouvoir avoir un résultat pendant la CAN. Sinon, on y va comme ça sans entraînement et voilà, il n'y a pas de résultat au final. Et quel résultat? Quatrième, votre meilleur résultat exactement. Depuis quelques années. Et on a marqué l'histoire, c'est une première fois pour le Mali de se qualifier à la 4e place, en demi-finale surtout. Et voilà, ça n'aurait pas été possible sans... contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Aller-retour. Il y a une petite revanche à prendre bientôt. On voit que ça évolue, elles sont en train de travailler et ça va arriver. Mais moi, ça me crève de cœur d'entendre ça. L'entraîneur est obligé d'aller chercher les joueuses, on se croirait il y a 20 ans. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les moyens de le faire, la FIFA donne les moyens pour le faire, qu'on arrête de créer des petits tournois de à gauche, à droite, de quartier, tournois de l'ascension. Bien sûr que ça fait jouer, ça fait un tournoi, mais avec 30, on dit combien d'équipes là pour la prochaine Coupe du Monde? 32. On veut avancer vite. Restons déjà là, la 3e place, c'est peut-être bien, mais 32 équipes, il y aura des scores fleuves. J'espère que d'ici là... Il y a aussi des scores fleuves chez les messieurs. Oui, mais pas autant. Je dis 32 équipes en Coupe du Monde, ça me paraît beaucoup. Mais s'ils l'ont mis en place, c'est peut-être aussi pour donner la chance aux pays qui n'ont pas la possibilité de se préparer. La Coupe du Monde, c'est un événement costaud et ça permet d'interpeller un peu tout le monde. On va revenir au niveau de la CAN. La prochaine CAN 2020, on ne sait pas encore où ça va jouer puisque le Congo s'est désisté par rapport à l'organisation. Ça va être la première CAN à 12 équipes. Est-ce qu'on va avoir les mêmes problèmes? À 16 équipes. À 16 équipes, excusez-moi, 16 équipes. Voilà. Donc c'est le même problème puisqu'ils ont prévu 32 équipes, c'est ça? Pour la Coupe du Monde. Et là, ils ont également augmenté le nombre d'équipes pour la Coupe d'Afrique. Je parlais de score fleuve tout à l'heure. Il y a deux pendants. Aujourd'hui, on a vu la dernière Coupe d'Afrique, il y avait des scores de 8-1. Moi, je sais pas. Mais ça va peut-être. Est-ce que on attend voir le moment venu? Ça permet aux équipes, aux pays, aux fédérations de s'organiser, de se préparer. Mais moi, j'ai peur de ce. Je pense qu'il faut déjà absorber le niveau, moderniser, faire travailler les filles, mettre en place, bien huiler ces compétitions-là. Et derrière, si ça se passe bien, si les championnats, si plusieurs pays sont imprégnés, la CONCACAF déjà ils sont à leur 2e compétition régionale, l'UFOA pareil pour une 2e compétition, l'Afrique centrale les attend toujours, Cameroun, République centrafricaine, Gabon, Guinée, voilà, ces mini-tournois là permettront aux filles de jouer de plus en plus et comme ça on verra les équipes grandir et progresser pour pouvoir augmenter le nombre d'équipes pour les compétitions africaines. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Les joueuses africaines s'exportent. Ah oui, on les a vues. Si vite que ça. On a vu, il y a une grosse délégation maintenant sud-africaine en Chine. Il y a notre amie la Nigériane qui est au Barça. Elle s'exporte. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est très bien. Après, d'aller dans d'autres clubs, découvrir une autre façon de jouer, une autre manière de... C'est totalement différent, une autre culture. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivée en équipe nationale, c'est un autre monde. On n'a pas grandi de la même manière, c'est pas le même jeu, c'est une autre façon de voir le football aussi. Et du coup, le fait qu'elles aillent voir ailleurs comment on joue, comment on vit, eh ben, ça aide aussi pour moi. C'est un plus, c'est enrichissant. Voilà. Et ça permet aux équipes de progresser parce qu'elles arrivent dans des championnats européens, chinois, japonais. Et c'est une autre culture, une autre façon de jouer.
et ça peut qu'être bénéfique. Mais est-ce que toutes les joueuses doivent forcément partir? C'est peut-être parce qu'il manque quelque chose. Et le problème, il est le même aussi chez les garçons. Dès qu'un joueur explose, ben forcément il a envie d'aller voir ce qui se passe en Angleterre, ou en France. Donc je pense que s'il y avait un championnat, si les choses étaient faites, un championnat régulier dans ces pays-là, ça permettrait aux filles déjà de jouer le plus souvent ensemble et d'avoir quelques-unes qui sont à l'étranger. Parce que toute l'équipe à l'étranger, elles arrivent parfois, moi j'ai vu la Coupe d'Afrique, j'ai regardé la Coupe d'Afrique des hommes, il y a parfois des sélections où il y a le 11 entrant est quasi expatrié, des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc il y a aussi des choses à faire, mais bien sûr que c'est intéressant d'aller chercher autre chose. Sibé, on va parler un peu de votre actualité. Vous êtes sur le point de lancer une application, Lady Squat. Je reprends vos mots. Cette application est faite pour inciter les jeunes filles à jouer au football. D'où vous est venue cette idée? Alors, elle est venue il y a on va dire 1 an. Pendant les périodes de trêve, c'est vrai que c'est des périodes où on aimerait continuer à jouer au football, sauf que ça manquait souvent d'effectifs. On est souvent à 2 avec une amie à moi qui s'appelle Namnata. Et du coup, je me suis dit, je suis sûre qu'à côté de chez moi, il y a d'autres filles qui veulent jouer au football et qu'on n'est pas en connexion, on n'est pas en lien, ce qui nous permettrait d'être à plusieurs à pouvoir jouer au football tout simplement. J'ai l'habitude de solliciter mon frère pour dire est-ce que je peux venir avec toi, etc. Et c'est vrai que quand on va dans les fives, il y a toujours le petit regard ou le petit commentaire. Et je me suis dit pourquoi pas créer une application où on se mettra en lien entre filles qui veulent jouer au foot et voilà. Dorette, c'est fabuleux. C'est une super félicitation. Moi j'étais très surprise de voir ça et contente. Et j'espère que ça va être mis en ligne très très rapidement parce que les filles attendent ça. Pendant les trêves, comme on a dit. Même les filles qui ne sont pas licenciées. Même les filles non licenciées, elles iraient et se retrouveraient ensemble. Peut-être feraient des matchs contre des hommes, mais au moins il y aurait des équipes, des filles qui ne se connaissent pas. Parce qu'attendre le club, c'est bien, mais parfois c'est long l'intersaison. Exactement. Enfin, félicitations. Merci, c'est gentil. Félicitations, Sibé. Merci beaucoup, mesdames. C'est la fin de cette première édition du Melting Sport. Oui, le temps passe assez vite. Alors, je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, dans 15 jours pour un nouveau numéro. Allez, à bientôt.